Good morning. Great to see all of you at this rather early. Bonjour et merci d'être venu si tôt. Je suis David T, secrétaire à la presse. Merci de vous joindre à nous pour cette conférence de presse avec le président de la Banque mondiale, M. David Malpass. Il va prononcer une allocution liminaire. Ensuite, on va prendre vos questions, poser une seule question et présentez-vous. Monsieur Malpass, merci David. Bonjour à tous. C'est tôt, en effet. Les réunions de cette semaine nous ont permis de discuter beaucoup. Elles se déroulent dans un contexte de ralentissement économique mondial. Celui-ci s'explique par la persistance de l'inflation, des prix du pétrole élevés, des crises et des perturbations. Ensuite, en plus, il y a une normalisation des taux d'intérêt après qu'ils aient été longuement artificiellement bas. Les prix d'actifs auront besoin de temps pour s'adapter et les flux tarderont à se retrouver à des usages productifs. Il faudra adopter des politiques qui génèrent plus de croissance, plus de production et relèvent les niveaux de vie des populations. C'est l'objectif de la Banque mondiale pour les pays en développement. Nous devons sortir d'un cycle où les capitaux mondiaux sont absorbés uniquement pour rembourser la dette des pays et pour rembourser des gens qui sont déjà riches. Il est temps de s'en servir pour de nouveaux investissements. D'après nos études, les niveaux d'investissement dans les pays en développement sont insuffisants pour accélérer leur croissance et sont même inférieurs au niveau d'épuisement du capital dans ces pays. Tout cela affecte davantage les pauvres. Or, la priorité de la Banque mondiale est d'alléger la pauvreté, d'assurer la prospérité partagée et de relever les niveaux de vie de façon durable. Tel est le résultat de nos discussions avec le Conseil sur l'évolution de la Banque mondiale. Il y a des mois, nous avons commencé cet effort. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je tiens à souligner que le Conseil a réaffirmé son objectif primaire qui est d'alléger la pauvreté et celui de stimuler une prospérité partagée. Cela se trouve au cœur de son mandat. Cela se déroule dans un contexte où les progrès pour atteindre ces objectifs nécessitent de la résilience, de la durabilité et de l'inclusion. Cela est inclus dans les politiques de la Banque mondiale. Dans ce processus d'évolution, nous sommes engagés à renforcer notre modèle opérationnel et à renforcer nos services à tous les clients, notamment les pays à revenus intermédiaires et à faible revenu. Nous sommes aussi déterminés à renforcer la capacité financière de la BIRD en abaissant le ratio prêt-équité à 19%. Nous avons aussi lancé un programme d'augmentation des garanties bilatérales. Cela peut libérer 15 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. La journée d'hier a été très chargée pendant ces réunions de printemps. J'ai participé et présidé des réunions sur l'évolution des banques multilatérales de développement et la table ronde mondiale sur la dette qui vise à trouver les voies et moyens de réduire l'endettement. Voici certains des résultats. Premièrement, le calendrier est important. Les investisseurs ont besoin de connaître avec confiance l'évolution du processus. Il faut partager les informations. Le FMI et la Banque mondiale vont partager les analyses de viabilité de la dette suivant les règles définies.
Il est aussi important de dévoiler le contenu des contrats en raison de l'importance de la transparence. Nous sommes aussi tombés d'accord sur l'importance d'un partage équitable du fardeau entre les créanciers dans le cadre des processus de restructuration. Un atelier commencera en mai pour en parler des détails de ce processus. Nous avons aussi parlé de la dette des BMD et puis on a parlé de la guerre en Ukraine. Il y a aussi les réunions du G20 et du G7 et puis le comité de développement de la Banque mondiale qui réunit les gouverneurs de la Banque mondiale s'est réuni. Il a appuyé la direction et le processus d'évolution en cours à la Banque mondiale. Voilà un survol de ce qui se passe. C'est un monde où la croissance ralentit et les défis s'amplifient pour les pays en développement. La Banque mondiale s'attaque à ces défis. Hélas, les ressources sont insuffisantes et les défis ne font qu'augmenter. En regardant vers l'avenir, on doit travailler plus dur et faire en sorte que les projets soient réalisés. Cela constitue les objectifs de la direction. Merci. Est-ce qu'on peut éclairer davantage la salle? Elle est un peu sombre. On va commencer par le devant de la salle. Merci, David. Vous avez récemment averti qu'il y aura un ralentissement de la croissance mondiale, la Chine et l'Inde étant des exceptions. Pouvez-vous nous dire plus sur l'économie de la Chine et cette embellie en Chine, est-ce qu'elle a une incidence sur le reste du monde? Merci. J'étais en Chine en décembre lorsque les confinements ont été levés. Nous constatons un rebond après ces confinements. La croissance en 2023 serait de 5,1% après une croissance de 3% en 2022. Cela témoigne des efforts déployés par la Chine pour accélérer le processus de réouverture de son économie et pour remettre en place les chaînes d'approvisionnement qui sont importantes pour l'offre mondiale. Cela se passe aussi dans un contexte de réajustement des chaînes d'approvisionnement mondiales après les préoccupations des années COVID. Il y a eu une forte dépendance à l'égard de la Chine. Maintenant, le monde essaie de diversifier les chaînes d'approvisionnement. La croissance de 5,1% en Chine est indispensable au monde, mais le défi est de rendre la production efficiente de manière diversifiée. Le monsieur avec la cravate rouge. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai une question concernant la table ronde sur la dette qui a eu lieu hier. Combien de progrès avez-vous fait et quelle a été la situation? Quelle est la situation pour ce qui est de la restructuration de la dette des pays à faible revenu? La restructuration revient à modifier les contrats d'endettement pour garantir une viabilité. Cela peut se faire en réduisant les taux d'intérêt, en prolongeant l'échéance ou en réduisant le principal. Voilà donc les objectifs. Le cadre du G20 a commencé ce processus. Nous essayons de l'améliorer pour l'accélérer et obtenir des résultats en matière de viabilité de la dette des pays. Il reste beaucoup à faire et les détails sont importants. Nous parlons de la Zambie qui participe aux réunions depuis 2 ans.
Elle travaille avec la communauté mondiale pour restructurer sa dette. Cela se déroule dans le contexte d'un programme économique couronné de succès. Ce pays a fait beaucoup plus de progrès que d'autres en matière de discipline budgétaire et d'adoption de mesures renforçant l'économie. Toutefois, elle n'a pas encore reçu une proposition de restructuration qui va réduire la charge de sa dette. Nous espérons parvenir à un protocole d'entente, car c'est l'objectif de ce processus. On pourrait l'obtenir cette semaine ou la semaine prochaine. Il est important que la Chine soit d'accord. Les créanciers doivent participer. Nous avons dit que la Banque mondiale fournit un allègement de dette considérable à travers l'IDA et souvent sous forme de dons. En Zambie, par exemple, dès le 1er juillet, toute notre aide à la Zambie se fera sous forme de dons. Il revient aux autres créanciers, en particulier à la Chine, de proposer un allègement de dette qui assurera la viabilité de la dette de ce pays. Je peux aller de pays en pays. Pour le Ghana, il faut créer un comité de créanciers. Pour l'Éthiopie, il faut adopter des réformes structurelles pour avoir un programme du FMI. Le pays a un système de change double. Le financement du taux de change officiel ne bénéficie qu'à une minorité. Il faut arrêter cela pour accélérer la croissance de l'Éthiopie. En cas d'amélioration du système de change, les capitaux reviendront en Éthiopie. Maintenant, les investisseurs restent en dehors de ce pays. En cas d'unification du taux de change, c'est ce dont ils discutent actuellement. Il y aura un afflux des investisseurs vers l'Éthiopie. Cela va considérablement améliorer une situation désespérée en Afrique de l'Est. Cette région est confrontée à la famine, à des phénomènes climatiques extrêmes et à un problème lié au prix des intrants à cause du manque de disponibilité du gaz naturel. Tout cela fait partie du processus de la dette. Vous avez la parole, la dame devant. Merci. Je suis une journaliste égyptienne. J'ai 2 questions sur l'Égypte. La première est la suivante. La Banque mondiale s'attendait à ce que la dette de l'Égypte baisse considérablement à partir de 2023. Est-ce que vous maintenez ces perspectives? À votre avis, quelle sera l'évolution de l'aide du secteur privé à l'économie et comment est-ce que vous allez appuyer l'Égypte? Merci. Je viens de regarder nos prévisions pour l'Égypte en 2022. Croissance réelle de 6,6% et 4% en 2023. Pour les pays dont la monnaie est dévaluée et où l'inflation est élevée, c'est difficile de suivre la croissance réelle. Quand l'inflation s'accélère, c'est les pauvres qui en payent le plus lourd tribut car ils ne peuvent pas se permettre des prix élevés. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'Égypte ces années. Notre programme sera plus robuste en faisant contribuer le secteur privé. Nous essayons de créer des conditions équitables entre les entreprises publiques et les entreprises privées. Cela va accroître l'investissement et l'innovation, et notamment dans le domaine de l'agriculture. Le fardeau de la dette augmente parce que le PIB nominal diminue après les dévaluations. Et c'est un problème général.
pour les pays dont la dette est libellée en dollars et la monnaie s'affaiblit. Cela alourdit le fardeau de la dette et rend la dette encore plus coûteuse pour les populations. Et j'ai dit cela quand je suis allée au Niger il y a 2 semaines. C'est très important que les pays disposent d'un cadre macro-budgétaire, donc de finances publiques, monétaires, qui favorise la stabilité. Lorsque l'on voit les difficultés pour le monde entier, on voit que les pays avancés connaissent un ralentissement, ils ne partagent pas leurs capitaux avec le monde en développement et donc il sera important pour ces pays en développement d'ajuster leurs économies et d'exploiter au maximum les ressources restreintes qui sont disponibles. Cela devra donc passer par de bonnes politiques monétaires, une discipline budgétaire. Les banques centrales devront également adopter les politiques idoines et stabiliser l'inflation. Ensuite, faire participer le secteur privé aussi par le biais de politiques réglementaires qui peuvent aider le secteur privé à croître dans ces pays. Pour ce qui est de l'Égypte, nous espérons que ce pays pourra avoir une économie plus robuste à l'avenir. La Banque mondiale se tient prête à apporter son soutien, mais il sera important pour ces pays d'améliorer le climat des affaires pour que la croissance puisse être renforcée à l'avenir. Merci. Bonjour, merci David. Pouvez-vous dire quelques mots à propos des projections pour l'Amérique latine et pour le Brésil en particulier? J'aimerais savoir quelles sont vos anticipations par rapport au nouveau gouvernement du Brésil. Merci. Alors, projection 2,9% de croissance réelle en 2022, 0,8% en 2023. Il faut savoir que le Brésil avait procédé au relèvement des taux d'intérêt avant les autres pays et nous en avons parlé en 2021 et 2022. On voulait voir si cette inflation allait être transitoire et les banques centrales ont procédé avec prudence au relèvement des taux d'intérêt ou ont retardé ce relèvement alors que le Brésil l'a fait. Et donc, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est la réaction à ce relèvement des taux d'intérêt. Le Brésil a un potentiel énorme, c'est clair. Tout le monde le sait. Secteur agricole, chaîne d'approvisionnement, logistique. Il y a beaucoup d'opportunités de débouchés. Le Brésil est un producteur de produits agricoles et importe beaucoup d'engrais depuis l'Afrique, exporte tout un tas de produits vers le monde entier. Ces indicateurs laissent transparaître toutefois des inquiétudes. C'est dû aux difficultés à l'échelle mondiale. Les flux d'investissement vers les pays en développement ont connu un recul ou carrément une inversion. Et donc, pour le Brésil, il importe de mettre en œuvre des politiques économiques efficaces pour permettre au gouvernement d'effectuer les dépenses nécessaires pour la protection sociale, pour l'environnement, pour faire face au changement climatique. Donc, il sera vital d'avoir des politiques qui visent à une croissance plus robuste. Les taux d'intérêt sont déjà en hausse, donc ce n'est pas tant une priorité, mais ce qui est une priorité, c'est la discipline budgétaire et les politiques réglementaires pour appuyer la croissance. Alors, des journalistes de l'Afrique, monsieur ici devant, au premier rang.
Alors soyons clairs, nous n'ignorons pas l'Afrique, au contraire, nous sommes très présents en Afrique, nous accompagnons l'Afrique. J'étais moi-même au Niger, au Togo récemment et j'ai visité les zones fragiles de l'Afrique, des régions qui ont une grande fragilité. Merci, Monsieur Malpass. J'imagine que c'est vos dernières réunions de printemps avant l'entrée en fonction de Monsieur Bagna. Alors, est-ce que vous estimez que votre mandat a été couronné de succès? Et puis, autre question, vous savez que le Nigeria aura très prochainement un nouveau gouvernement. Quels sont vos commentaires et quelles sont vos perspectives pour le Nigeria en particulier et l'Afrique subsaharienne plus généralement? Alors, pour le Nigeria, la croissance était de 3,3 en 2022, 2,8 en 2023, d'après nos prévisions. Notre objectif, c'est d'avoir une prospérité partagée de manière durable. Et pour le Nigeria, des changements s'imposent pour réaliser cet objectif. Le Nigeria a un PIB qui repose énormément sur le pétrole. Cela signifie que beaucoup de personnes se heurtent à la pauvreté. Ils sont dans une situation d'insécurité aussi dans les régions du nord et de l'ouest. La Banque mondiale s'emploie à aider le Nigeria pour la mise en œuvre d'un système économique plus efficace. Il y a une production du commerce qui entrave le développement du marché. Il y a un régime de change double. C'est un système qui pose beaucoup de problèmes. L'inflation est très élevée. L'économie n'est pas assez diversifiée. Pas assez pour avancer de façon notable. Donc, votre première question concernant mon mandat ou mes réussites, la Banque mondiale a traversé plusieurs crises. Il y a eu la pandémie de Covid-19. Ça a été difficile pour les services de la Banque mondiale, mais c'était surtout difficile pour les pays membres de la Banque mondiale. Nous avons agi rapidement pour apporter notre assistance durant cette période. 150 milliards de dollars, c'est un record. Et puis, la crise maintenant causée par la guerre que mène la Russie en Ukraine et les conséquences que nous connaissons sur les denrées alimentaires, les engrais, cela nous a poussé à apporter une nouvelle enveloppe de financement, opérations de prêt, dons, investissements. Toutes ces opérations sont en cours pour venir en aide aux pays. Je pense qu'on peut parler d'une réussite. Pour ce qui est du Nigeria, de l'Égypte, des autres pays, en fait, la vraie réussite de la Banque mondiale serait d'avoir des pays où les populations se portent bien et ont un avenir prometteur. Et cela nécessite de grands changements. Mon espoir, c'est de pouvoir avoir une table ronde sur la dette couronnée de succès avec de réels changements et puis réussir à éliminer les entraves dans les pays en développement. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une croissance plus rapide que les pays avancés,
Comme nous l'avons vu en Chine, on peut avoir une croissance de 10% et aller très vite, arriver au niveau des pays avancés. Mais on voit aujourd'hui des taux de croissance de 5,6 pour l'Inde, avec des objectifs encore plus ambitieux. Avec ces taux de croissance, on aura aussi de nouveaux investissements, un accès élargi aux services de base, eau, assainissement, électricité. J'espère que nous pourrons nous concentrer sur ces mesures pour encourager la croissance et assurer de meilleurs niveaux de vie pour les populations dans ces pays. Question ici devant. Merci David. J'aimerais revenir sur la question de la table ronde sur la dette et ensuite j'ai une autre petite question. Vous avez dit à propos de cette table ronde qu'il y a eu des échanges sur le partage du fardeau de la dette. Et est-ce que les banques de développement vont également procéder à une réduction du fardeau? Et il a été question d'autres moyens de participation dans ce processus de restructuration de la dette. Pouvez-vous en dire quelques mots? Ensuite, nous venons de traverser une période avec beaucoup de perturbations dans le secteur bancaire. Il semblerait que les choses se soient apaisées quelque peu. Vous avez également travaillé dans ce secteur, vous avez une expérience. Est-ce que vous pensez que la crise a réellement été évitée? Merci. Alors, le processus de la dette vise d'avoir un processus plus inclusif. Ces dernières années, le processus n'a pas fait participer tous les acteurs, y compris le secteur privé. Hier, nous avons eu le secteur privé représenté, la Chine, les autres créanciers hors Club de Paris et beaucoup de pays emprunteurs. Donc, c'est un nouveau format. Les créanciers, les débiteurs se parlent. Et le FMI et la Banque mondiale sont également là pour faciliter ces échanges. La Chine a posé plusieurs questions. Elle se demande si les banques de développement ne devraient pas procéder à une réduction de la dette. En fait, ça n'a pas beaucoup de sens parce que les banques de développement, comme la Banque mondiale, fournissent des prêts à des conditions extrêmement concessionnelles. Et donc, la Banque mondiale fournit des dons et des prêts à échéance très longue avec des taux très faibles. Donc, d'un point de vue net, en fait, il s'agit d'une réduction de la dette de manière permanente. Je pense que la Chine a compris cette situation et en est consciente. Je pense que nous avons avancé vers un processus de partage équitable de la charge de la dette. Avec le FMI et avec les autres participants, nous allons essayer d'examiner les termes de la valeur nette actuelle, c'est-à-dire réduction des taux d'intérêt, échéance plus longue, réduction du principal. Il y a différentes méthodes. Comment le faire avec une décote sur la valeur nette actuelle? En fait, ce sont les modalités, si vous voulez, de la restructuration. Nous allons en parler. Nous allons également parler des arriérés, des commissions supplémentaires. Tous ces facteurs sont importants dans le cadre d'un processus de restructuration. Si nous pouvons accélérer le calendrier, ce serait positif. Alors, pour ce qui est du secteur bancaire, je peux dire plusieurs choses. Il y a eu un réel changement sur le plan des taux d'intérêt. Nous sommes passés d'une période très longue de taux nuls à des taux plus normaux, entre guillemets. Certaines entités ont des asymétries de
d'échéance. Et il faudra résoudre ce problème. Il y a une crise de liquidité pour certaines banques américaines. Les déposants ont retiré leurs dépôts. Ça a été le cas de la Silicon Valley Bank. Et donc, il y a le problème de la symétrie, mais il y a aussi un problème urgent, et nous en avons parlé hier, à savoir l'effet de la provision de crédit à la fois dans les pays avancés et dans les pays en développement. En fait, la disponibilité du crédit chute à mesure que les systèmes bancaires réexaminent leur bilan. Donc je pense qu'il sera important pour le monde entier de réfléchir à ces questions. Comment fournir des financements à court terme ? En fait, c'est vraiment le souffle de vie pour l'économie. Il faut que les entreprises puissent financer leurs inventaires et financer le commerce dans le cas des importations. C'est ce qu'on appelle le capital d'exploitation. L'IFC peut aider dans ce domaine. Mais à l'échelle mondiale, avec les tensions qui existent sur le secteur bancaire, il faut en fait avoir des flux de capitaux pour les capitaux d'exploitation. Les banques centrales devraient par conséquent avoir une duration plus faible pour leur bilan. Emprunter auprès des secteurs bancaires à l'échelle nationale. Donc la Réserve fédérale emprunte auprès des banques américaines, des banques européennes, des banques japonaises, et puis place cela sur des obligations à échéance longue. Mais il faudra libérer une partie de ce capital, le réorienter vers un capital d'exploitation pour appuyer les clients de ces banques. C'est un problème qu'il faut à tout prix résoudre. Nous en avons beaucoup parlé hier. La réduction du crédit pose problème dans les pays avancés. Et ailleurs aussi, j'étais en Afrique de l'Ouest il y a 2 semaines et les marchés régionaux connaissent aussi un ralentissement. C'est en fait dû au fait que les marchés internationaux ferment. Lorsque l'on songe aux effets que subissent les pays en développement, eh bien, c'est un réel choc sur le financement. Il faut donc que les pays avancés réfléchissent aux manières de réorienter les capitaux vers le capital d'exploitation. Merci. No, I'm sorry, I've called on someone else. Thank you, though. Monsieur le Président Malpass, pensez-vous que la Banque mondiale est trop politisée? Votre départ semble être orchestré par des batailles avec les médias sur le changement climatique. Il en va de même de la dette. La Banque mondiale semble être devenue un terrain de guerre entre la Chine et les États-Unis et un terrain de guerre sur le changement climatique. Si vous observez le monde, il y a depuis 15 ans, j'ai intégré la fonction publique américaine en 1984. Les institutions financières internationales, notamment le FMI, la Banque mondiale et d'autres, ont toujours eu à faire face à des enjeux politiques. C'est le travail de la Banque mondiale. Elle aide des pays qui ont des élections et nous avons des actionnaires qui ont souvent des différents. Les 4 dernières années ont été chargées. Il est temps pour moi de chercher d'autres activités et je le fais maintenant. S'agissant du climat, c'est un enjeu pas facile pour le monde et ça ne se limite pas à moi ou à la Banque mondiale.
L'atténuation est chère, les coûts sont élevés et ce dans un contexte de pénurie d'éducation et de soins de santé qui doivent être améliorés. Il faut donc un exercice d'équilibriste. Le plan d'action climatique qui a été lancé a permis de comprendre qu'il faut concilier lutte contre le changement climatique et développement. Et c'est une idée que j'avais proposée et qui va se refléter dans le processus d'évolution de la Banque mondiale. Le Conseil des administrateurs a pensé à différentes solutions. Il a été reconnu que tout le monde doit travailler sans relâche dans le domaine de l'adaptation. Les pays en développement font face aux conséquences du changement climatique et n'ont pas les moyens pour cela. Donc, je voulais réitérer que c'est normal qu'une institution financière internationale essaye de s'entendre avec les actionnaires. Je suis très content des résultats que nous avons obtenus ces années à la Banque mondiale et j'en veux pour preuve le déroulement de la réunion d'hier. Tous les participants se sont dit fiers de ce que la Banque mondiale a fait. Je vais passer la main très courageusement à mon successeur et je souhaite plein succès à la Banque mondiale à l'avenir. Pakistan, vous avez attendu très longtemps, merci. Allez-y, ça va allumer le micro. Je suis Nazira Azim Kehmi, plutôt l'Afghanistan. Je suis une journaliste afghane. La situation est très précaire. Les talibans ont pris le pouvoir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire au sujet des talibans? Personne ne les reconnaît. Des millions de dollars arrivent en Afghanistan chaque semaine sous forme d'aide humanitaire, mais les populations n'en bénéficient pas. Quelle est votre politique pour l'Afghanistan et aussi la situation des femmes est déplorable? Merci. Il y a eu un revirement effroyable en Afghanistan qui a privé les femmes et les filles de liberté. Et cela influe sur nos programmes. L'évacuation elle-même a été soudaine et a été traumatisante pour le personnel de la Banque mondiale et encore plus pour le peuple afghan. Tous les travailleurs humanitaires aussi. Et les conséquences s'en ressentent encore. J'étais avec Madame Merkel au moment de l'évacuation. C'était en août 2021. C'était une expérience dévastatrice pour l'Allemagne qui était présente en Afghanistan et devait faire face à une évacuation soudaine pour laquelle elle n'était pas préparée. Alors que nous modifions nos programmes, puisque nous avons cessé notre assistance à ce pays et nous avons envoyé notre personnel au Tadjikistan et au Pakistan. Et bon nombre d'entre eux ont poursuivi les programmes en Afghanistan, mais ont dû cesser à cause de l'arrivée des talibans. Nous avons un fonds fiduciaire pour la reconstruction de l'Afghanistan qui continue d'assurer un apport de fonds à l'Afghanistan. Nous essayons de déterminer la bonne marche à suivre
pour un pays dont les besoins sont énormes, surtout les besoins humanitaires. Et en même temps, il est très difficile de travailler avec le gouvernement. C'est une relation en évolution qui est réévaluée semaine après semaine. Nous essayons d'améliorer ou d'assurer l'éducation des filles et d'assurer l'aide alimentaire à un pays où les systèmes du gouvernement ne fonctionnent pas. Nous sommes solidaires du peuple afghan. Une question du Maroc, de monsieur avec des lunettes, troisième rangée. Merci beaucoup. Comme vous le savez, le Maroc a entrepris sa transition énergétique il y a quelques années. Quelle est votre évaluation de cette transition? Merci beaucoup. David parlait de l'Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale qui se déroulera à Marrakech en octobre. J'étais au Maroc il y a un an. La transition énergétique comprend une augmentation de la production d'énergie solaire et une augmentation aussi de la consommation de gaz naturel, ce qui va réduire la consommation de combustibles fossiles. L'une des préoccupations dans le monde, c'est l'augmentation considérable de la consommation de charbon en Europe. Et l'Europe a signé des contrats à long terme pour le gaz naturel et le charbon, ce qui en prive les pays en développement. Donc, le Maroc accélère la construction de sa centrale à énergie solaire et essaye de s'approvisionner en gaz naturel pour éviter de trop recourir aux groupes électrogènes qui sont très polluants. Ces groupes électrogènes sont très utilisés au Nigeria et en Afrique du Sud et d'autres pays qui peuvent se permettre de les acquérir. Mais nous essayons d'éviter cela pour les pays en développement. Hier, nous parlions aussi des difficultés d'accès à l'électricité. Il s'agit d'un objectif de développement durable. 800 millions de personnes dans le monde ne disposent toujours pas d'électricité. Ce nombre augmente avec l'effondrement des réseaux dans beaucoup de pays producteurs du monde en développement. Voilà en soi une préoccupation parce que nous nous acheminons vers un monde où des gens qui avaient accès à l'électricité perdent cela. Et nous essayons donc d'améliorer le stockage de batteries et de créer de l'énergie solaire grâce à des techniques novatrices. Merci. Merci à tous. Merci, Monsieur Malpass.